Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Les femmes et les jeunes filles œuvrant dans le secteur de l'exploitation minière, venues de différents districts du pays, ont été encouragées à mettre davantage à profit les connaissances acquises afin de contribuer de manière significative à leur propre développement ainsi qu'à celui du pays. Un accord tripartite entre le Rwanda, la République démocratique du Congo et le HCR visant à créer un cadre de coopération pour faciliter le retour volontaire sûr et digne des réfugiés a été signé hier à Addis Abeba en Éthiopie. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Je suis David Carmel Ingabile, c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, les femmes et les jeunes filles œuvrant dans le secteur de l'exploitation minière venues de différents districts du pays ont été encouragées à mettre davantage à profit les connaissances acquises afin de contribuer de manière significative à leur propre développement ainsi qu'à celui du pays. Cet appel a été lancé lors de la cérémonie de remise des certificats aux femmes et aux jeunes filles ayant suivi une formation dans le domaine de l'exploitation minière. Ils ont été invités à appliquer les compétences acquises, à développer davantage l'entrepreneuriat, à promouvoir les activités minières exercées de manière professionnelle. Au total, 287 femmes et jeunes filles ont achevé cette formation. Ils ont reçu des enseignements portant sur la santé, la sécurité et les activités minières, la gestion de l'environnement, les principes fondamentaux de l'identification et de la distinction des minerais, ainsi que sur plusieurs autres aspects liés à ce métier. À la suite de la signature d'un accord tripartite entre le Rwanda, la République démocratique du Congo et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en sigle, portant sur le rapatriement volontaire des réfugiés, signé lundi à Addis Abeba en Éthiopie, à l'issue d'une réunion de haut niveau réunissant les trois parties. Cet accord vise à créer un cadre de coopération pour faciliter le retour volontaire sûr et digne des réfugiés. Le Rwanda était représenté par le ministre chargé de la gestion des urgences et des secours, Albert Moulasila. Si cet accord est salué comme une avancée diplomatique, certains observateurs appellent à la prudence. L'analyste politique, maître Jean-Baptiste Gassominari, décrypte la signification de cet accord et explique pourquoi il demeure perplexe quant à sa mise en œuvre effective. Moi, je le considère comme un accord qui ressemble aux accords précédents qui ont été conclus entre les deux pays et qui n'ont jamais été mis en œuvre, malheureusement. Cet accord ne serait pas différent, à moins qu'il y ait une volonté politique de pouvoir mettre cet accord cette fois-ci en pratique. Parce que, bon, le problème des réfugiés a toujours été là. Les Rwandais ont quitté leur pays après le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. La plupart d'entre eux étaient pris en otage par le mouvement terroriste FDLR. Ça faisait de cela 32 ans. Et ces gens, lorsqu'ils trouvaient une opportunité, ils rentraient chez eux sans problème. Et jusqu'aujourd'hui, ils rentrent. Je pense que même très récemment, on a vu des milliers de personnes défiler à la frontière congolo-rwandaise en rentrant chez eux. Les accords existaient parce qu'en 2010, il y a eu un accord qui a été signé entre les deux pays, d'ailleurs entre les trois parties, donc le Rwanda, la RDC, le HCR. En 2025, il y a eu un autre accord qui a été signé. Je crois que cette fois-ci, c'était à Genève. Et ces accords n'ont jamais eu de suite. Depuis, on n'a jamais vu un seul réfugié congolais rapatrié chez eux. Pourtant, ils sont des milliers à vouloir rentrer, mais le cadre n'est pas approprié. Le gouvernement n'a jamais montré de volonté pour rapatrier ces gens. C'est pour cette raison que, pour moi, j'appelle cet accord un autre accord de trop. Mais une fois qu'il n'est pas mis en œuvre, il restera lettre morte et malheureusement, il sera comme le précédent accord.
Il a été révélé que la République démocratique du Congo accueille en ce moment 100 096 289 réfugiés rwandais, alors que seulement 75 421 sont officiellement enregistrés. Comment expliquez-vous cet écart? Bon, en fait, la première des choses, c'est d'abord de dire comment est-ce qu'ils ont su que c'était des réfugiés rwandais s'ils ne sont pas enregistrés. Parce qu'ils ne sont pas identifiés, ils n'ont pas leur identité. Comment ont-ils su que c'était des Rwandais? Je trouve que déjà les chiffres sont prêts à confusion. Les chiffres prêts à confusion, parce que s'ils ne sont pas enregistrés, s'ils ne sont pas reconnus en tant que tels, donc ils ne sont pas des réfugiés. Parce que pour jouir d'un statut de réfugié dans un pays donné, il faut avoir placé votre demande et que la demande a été traitée et que à la suite, on vous a donné suite pour vous dire que votre demande a été exaucée et que vous avez ce statut de réfugié. Donc, si ces gens ne sont pas enregistrés, comment est-ce qu'ils ont su que c'était des réfugiés et comment est-ce qu'ils ont su que c'était des Rwandais? Donc, moi, je pense que c'est... D'ailleurs, ça ne prête même pas à confusion. C'est une confusion qui est entretenue à dessein. Alors, il paraît également qu'il existe des réfugiés rwandais qui vivent au sud Kivu, un sujet rarement abordé publiquement. Quel regard, je dirais, que vous portez sur cette réalité? Je pense que ça ressemble à la précédente question. Pour que vous soyez un réfugié, il faut être reconnu en tant que tel par le pays hôte. Et si vous n'êtes pas un réfugié urbain, qui vit peut-être chez les parents ou qui a des moyens pour louer une maison et qui a une activité commerciale ou une activité liée au service que vous donnez qui vous aide à survivre, vous êtes sous la responsabilité du HCR dans un camp de réfugiés connu. Et officiellement, au Sud Kivu, il n'y a pas de camp de réfugiés. Et comment est-ce que... Je ne comprends pas par quel miracle, aujourd'hui, on peut nous parler des milliers des personnes, réfugiés rwandais, des surcroît qui vivent au Sud Kivu, où il n'y a aucun camp de réfugiés connu. Moi, je pense que c'est juste une manipulation des chiffres. Alors, une dernière question. Quels sont les risques, les principaux risques politiques et sécuritaires qui pourraient justement compromettre la mise en œuvre effective de cet accord? Je dis, la première, c'est le manque de volonté politique pour résoudre la question qui est sur la table. Et des deux, c'est une confusion qui est liée aux faits sur lesquels on est en train de traiter. Donc, si les partis ne se disent pas la vérité sur les faits réels qui doivent porter sur la résolution de cette question, comment voulez-vous qu'on puisse trouver une réponse satisfaisante? Donc, je pense que la première des choses, c'est d'abord donner des données fiables et sur base de ces données, faire une planification adéquate et résoudre, parce qu'il s'agit ici d'une question qui touche la vie des personnes. Or, vous me dites que vous avez plus de 196 000 personnes ressortissantes de mon pays qui sont demandeurs d'un rapatriement volontaire. Et vous me dites que seulement 70 000 d'entre ces personnes sont enregistrées, donc sont connus. Et moi, je vous dirais, mais d'où vient le reste? Et comment savez-vous que ce sont des ressortissants de mon pays? Parce que, bon, les personnes, quand même, sont identifiables de par leur nom, de par leurs origines, de par leur statut social où ils se trouvent. Si vous êtes un demandeur d'asile, vous êtes un demandeur d'asile. Si vous êtes un réfugié économique, les gens savent que vous êtes un réfugié économique. Si vous avez fui des questions politiques, que vous êtes un réfugié politique, vous êtes identifié en tant que tel. Mais des personnes qui se comptent par centaines de milliers et qui ne sont pas identifiées et des surcroît à qui on attribue une nationalité, moi je pense que c'est une confusion. Je dirais même que c'est amuser la galerie. Et sur base de ces données, on ne peut pas trouver une réponse satisfaisante.
Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Au siège général de la police nationale du Rwanda se tient une conférence réunissant les femmes policières. Il s'agit de la 14e édition de ce forum qui se déroule sur 2 jours sous le thème « Renforcer les capacités des femmes dans leur métier de policière ». La ministre du Genre et de la Promotion de la Famille, Consolé Ouimana, a salué les femmes qui ont choisi de servir au sein de la police. Elle les a encouragées à continuer d'être des modèles et à accomplir leur mission avec professionnalisme et conformément à la confiance dont les femmes jouissent traditionnellement au sein de la société rwandaise. À l'heure actuelle, ces policières participent à un échange avec la directrice de l'Agence des Nations Unies chargée du développement au Rwanda, Fatma Loveta Sese. Ces participantes lui posent diverses questions, notamment sur son expérience en tant que femme occupant un poste de haute responsabilité et sur les secrets qui lui permettent d'assumer efficacement ses fonctions. Madame Fatmata a expliqué qu'avoir une famille stable et soutenante constitue un pilier essentiel de sa réussite professionnelle. Elle a souligné qu'il est nécessaire de faire des sacrifices afin de concilier les responsabilités familiales et les exigences du travail. Elle a également encouragé les femmes policières à se soutenir mutuellement dans leur carrière, à travailler ensemble et à s'entraider pour progresser. La direction de la police nationale du Rwanda a indiqué que la contribution des femmes policières est visible dans de nombreuses missions et responsabilités. Elle a affirmé que des efforts supplémentaires continueront d'être déployés pour renforcer leurs compétences et leurs capacités professionnelles. Je voyage beaucoup et c'est ça la vérité. Il y a des fois que même je ne peux pas rester au pays pour un an. C'est presque, il n'y a jamais que je suis dans une seule place pour 3 mois, 6 mois sans voyager. Donc souvent je voyage et quand ma petite fille était très très jeune, elle pleurait. C'est vraiment difficile. Elle pleure, moi aussi je pleure. On part ensemble, elle pleure, reste à la maison, je continue et je pleure. Mais il y a un jour que j'ai voyagé et j'ai rencontré une dame qui est plus âgée que moi. Et elle m'a expliqué que, parce qu'elle me voit pleurer, je suis dans l'avion et je pleure. Elle me demande pourquoi. Je dis, j'ai laissé ma petite fille et elle pleurait quand j'ai quitté. Et elle m'explique, ma fille, c'est la vie. Dans la vie, il faut chercher ce que Dieu a laissé dans ton main. Comme ça, tu dois être chargé dans le travail. Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas donner ce que tu veux donner à ta fille. Parce que tu veux l'éducation plus que ce que toi tu as eu, plus que pour ta fille. Tu veux les bonnes opportunités. Comment tu vas les trouver si tu laisses à la maison pour les enfants? Donc c'est le sacrifice qu'on doit faire. C'est toujours, ça vient avec beaucoup de mots. Moi, je ne manque pas de ça. Ça vient avec beaucoup de mots. Mais si tu restes accro à Dieu, il va protéger tes enfants et il va aussi te protéger. C'est ce que je crois. Le ministère de la Justice, en partenariat avec l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, a officiellement lancé ce mardi un mécanisme spécifique de suivi judiciaire destiné aux enfants soupçonnés d'avoir commis des infractions. Jean-Benoît Michel pour les détails. Selon les autorités, ce dispositif prévoit que l'enfant en conflit avec la loi puisse être sanctionné tout en conservant l'ensemble de ses droits fondamentaux. Il s'inscrit dans une approche qui privilégie l'intérêt supérieur de l'enfant et favorise, lorsque cela est possible, des alternatives à la détention. Il s'agit d'une approche issue d'une étude menée dans le cadre des politiques des gens existantes en matière de justice pénale, Criminal Justice Policy, et de justice réparatrice et DRA Policy. Ces deux politiques définissent les mécanismes permettant aux institutions judiciaires de traiter certaines infractions sans qu'il soit systématiquement nécessaire d'incarcérer les personnes concernées. Lorsqu'il s'agit d'enfants, la situation est particulière car ils doivent continuer à aller à l'école et bénéficier de tout ce qui favorise leur développement. Nous ne disons pas que l'enfant ne doit pas être sanctionné, mais qu'il convient d'examiner s'il existe d'autres solutions qui lui offrent
une seconde chance. Et lorsque cela est nécessaire, il peut également faire l'objet de poursuites sans être placé en détention. Ce mécanisme sera mis en œuvre à la suite d'une étude réalisée par le ministère de la Justice, laquelle a montré sa faisabilité. Dans un premier temps, il sera expérimenté dans 5 districts du pays avant une éventuelle extension à l'échelle nationale. Cette initiative intervient alors que l'UNICEF et le Rwanda collaborent depuis 40 ans pour promouvoir une justice adaptée aux enfants et garantir le respect de leurs droits. Les producteurs de café, membres de la coopérative Maraba dans le district de Houillé, affirment avoir passé de nombreuses années à cultiver le café sans jamais en connaître la saveur, estimant qu'il s'agissait avant tout d'une culture destinée à leur procurer des revenus. Ils s'expriment ainsi après l'ouverture par la coopérative d'un coffee shop, un espace dédié à la dégustation de café afin de permettre aux producteurs de consommer eux-mêmes leurs produits avant les autres et de ne plus considérer le café comme une boisson réservée aux étrangers. Encore une fois, Jean-Benoît Michel. Au sein même de l'usine de transformation du café de Maraba, dans le district de Houillé, un café boutique a été aménagé. Sur place, les personnes chargées de préparer et de consommer le café sont en grande partie les producteurs eux-mêmes. Une situation qu'ils qualifient de rêve devenu réalité et qui ont longtemps pensé que le café était exclusivement consommé par les étrangers. Je ne savais pas comment boire du café car je pensais qu'il était destiné aux Blancs et qu'il était exporté vers les pays lointains. Moi, je consommais plutôt les boissons disponibles ici, mais sans café. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir goûté le café que j'ai moi-même cultivé. Depuis mon enfance, j'entendais mes parents et mes grands-parents dire que le café n'était pas consommé par les Rwandais, mais plutôt par les étrangers. Aujourd'hui, je suis heureux de savoir que nous allons désormais en boire nous-mêmes et même pouvoir offrir à nos visiteurs du café de Maraba, notre propre café. Les responsables de la coopérative de café de Maraba expliquent que, au-delà de rapprocher les consommations du café de ses producteurs, cette initiative contribuera à attirer davantage les clients, à promouvoir le tourisme lié au café et à réduire la consommation des boissons alcoolisées artisanales, souvent néfastes pour la santé. Le café de Maraba est connu dans tout le Rwanda, mais nous n'avions aucun endroit où le déguster. Cette initiative a une grande importance pour les conditions de vie et l'économie locale. Elle permettra également d'éloigner de nombreuses personnes de la consommation d'alcool artisanal. De son côté, le National Agricultural Export Development Board, NAEB, indique qu'il poursuivra son appui aux producteurs afin d'améliorer les pratiques culturelles, notamment par le renouvellement de caféiers vieillissants, l'augmentation du nombre de producteurs et l'amélioration de qualité ainsi que la quantité de la production. Le maire du district de Houillé, Ange Seuteye, souligne que le café occupe une place essentielle dans l'économie du district et dans les revenus des habitants. Selon lui, le fait que les producteurs commencent à consommer leur propre café est le signe d'une évolution positive et d'un développement du secteur. Il les encourage à accroître leur production tout en maintenant une haute qualité afin d'augmenter leurs revenus et de renforcer leur contribution à l'économie nationale. Nous encourageons les producteurs à prendre davantage soin de leurs plantations et améliorer leur travail afin d'augmenter le rendement de chaque caféier. Cela leur permettra de gagner davantage d'argent et de rentabiliser les investissements consentis. L'objectif national est de doubler en 5 ans la valeur des produits issus de l'agriculture, ce qui passera notamment par une augmentation de la production en quantité et en qualité.
À ce jour, la coopérative des producteurs de café de Maraba compte 1598 membres. Elle est active dans 5 secteurs du district de Ouyé et exploite plus de 2000 hectares de plantations de café. Les statistiques montrent que la consommation de café au Rwanda reste encore relativement faible, même si elle progresse régulièrement. Actuellement, environ 6% des Rwandais consomment du café. Sur le plan économique, le café a rapporté au Rwanda 89,8 millions de dollars américains en 2024. En 2025, le pays a exporté 23 860 tonnes de café vert, green coffee, générant des recettes de 148,6 millions de dollars américains, soit plus de 216 millions de francs rwandais. Le montant le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire du secteur de caféier au Rwanda. Lors de la deuxième journée de la conférence consacrée à la coopération internationale pour le développement des pays en voie de développement, coopération sud-sud et coopération triangulaire, des discussions portent notamment sur le renforcement des investissements et de la croissance économique dans ces pays avec pour objectif principal d'atteindre un développement durable. Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Mourangwa, a souligné le rôle des institutions financières dans la promotion des projets d'investissement dans les pays en développement. Il a également mis en avant leur contribution à la résolution des difficultés auxquelles font face certains projets, souvent freinés par un manque de ressources financières. Cette idée a également été soutenue par Aïssa Touré Sarr, représentante de la Banque africaine de développement, qui a mis en avant le potentiel de la coopération et de l'intégration entre les pays en développement comme levier essentiel de leur progrès économique et social. C'est par ici que se termine cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.